à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Saviez-vous ceci? Lors de l'expérience de Stanford, menée en 1971 par Philippe Zimbardo, les étudiants de cette université, sélectionnés pour leur stabilité et maturité, finirent par commettre des cruautés ou par être traumatisés émotionnellement en les subissant. L'expérience consistait à jouer le rôle de prisonnier ou de gardien et de simuler le jour à jour au sein d'une prison. Cependant, la situation devint rapidement incontrôlable, ainsi que le harcèlement physique et moral des gardiens. Ces résultats servirent comme base à beaucoup de sociologues pour affirmer que des conditions où un groupe est différencié de l'autre favorisent les abus de pouvoir et actes violents. Les régimes totalitaires sont de très bons exemples pour ceci, étant donné qu'un régime totalitaire est celui qui soumet l'individu à un collectif, tout en le vénérant et en le différenciant des autres groupes. Il semble cependant invraisemblable que des gens courants puissent si facilement adhérer à une telle organisation. C'est ce que pensaient en tout cas les élèves du professeur Ron Jones, qui enseignait en 1967 en Californie. Pour leur faire comprendre l'asservissement de la population allemande lors du régime du Troisième Reich, il fit un exemple pratique et instaura progressivement un pseudo-régime totalitaire dans sa classe. Cette citation de la vie réelle est adaptée dans le film allemand La Vague en 2008, où à peu près les mêmes circonstances ont lieu dans un lycée allemand, sous la supervision du professeur Rainer Wenger. Cependant, ce régime instauré dans le film La Vague est-il vraiment totalitaire ou simplement autocratique ou autoritaire? Pour répondre à cette question, nous analyserons le film en 3 parties. L'arrivée au pouvoir du leader, l'idéologie de la vague, et enfin, la pratique du pouvoir. Pour étudier le totalitarisme instauré par le professeur du film Rainer Wenger, voyons donc d'abord son arrivée au pouvoir. Le contexte social est très important lors de la mise en place d'un régime de ce type, et le film La Vague n'en est point l'exception. S'il est vrai que la population affectée, la classe, les mineurs, ne travaillent pas, ne subit donc pas de chômage ni d'inflation, d'autres problèmes sont à relever. Ceux-ci sont surtout la nécessité d'identité, de réponse et d'appartenance. Quelques-uns se sentent exclus par leur situation familiale, Marco et Tim avec des parents peu présents, d'autres par leur classe socio-économique, culturelle ou académique, Zinan, étudiant turc, avec peu de ressources économiques et de mauvaises notes en général, en épreuve. Ainsi aussi, le directeur de théâtre dit au début du film « Ce qui manque à notre génération est quelque chose de fédérateur, quelque chose qui puisse tous nous rassembler. » Voilà donc une situation sociale, qui n'est pas une crise généralisée et radicale comme celle que vit par exemple la Russie de la Première Guerre mondiale ou l'Allemagne des années 1930, mais qui témoigne de besoins sociaux non résolus de la population en question. Établi le contexte, il faut remarquer que l'arrivée au pouvoir de M. Wenger était déjà faite avant la mise en place du régime. Il n'y eut ni coup d'État, ni révolution, mais il n'en avait pas besoin. Il est ignoble que le professeur exerce par définition une certaine autorité sur ses élèves. Ceci rend peu légitime le vote pour choisir le leader de la vague. S'il est vrai que chacun a eu le droit de choisir son leader, le manque de candidats, la pression des élèves et du professeur sur un vote sans bulletin secret nous interroge sur la souveraineté véritable de la population. Plus tard, Wenger prend le pouvoir absolu en éliminant ses opposants du panorama politique, Kevin par exemple, son seul adversaire lors des élections. Cette méthode d'exclusion se ressemble considérablement à celle de Staline en URSS. Wenger ne force personne à rester contre leur volonté, mais s'ils veulent avoir une voix dans cet état, si nécessaire pour leur sentiment d'appartenance, ils doivent obéir strictement à un code de conduite et se soumettre à ses règles. S'il faut cependant rajouter quelque chose, c'est qu'à différence d'autres régimes totalitaires, la violence physique n'a pas été utilisée pour arriver au pouvoir, comme avec le mouvement Menefrego de l'Italie fasciste. La genèse de la vague se fait donc par élimination des adversaires, tout en profitant des besoins sociaux de la population. Mais si c'est un régime totalitaire, il doit bien avoir une idéologie. Quels sont alors les idéaux de la vague? La vague est un régime qui pourrait tout d'abord être qualifié d'ordonné. L'ordre et la discipline sont des valeurs non négligeables. Des rituels, des systèmes, lever la main et se mettre debout pour parler, permettent aux élèves d'avoir quelque chose de concret et de sûr sur laquelle se reposer, de calmer les inquiétudes du questionnement. Ensuite, c'est une idéologie autoritaire. On a bien dit précédemment que tout individu ne se soumettant pas aux règles de M. Wenger était expulsé de la communauté. Les propos de M. Wenger sont déterminants, et s'ils sont contestés, si on ne joue pas le jeu, on sera éjecté. La solidarité est aussi un idéal de la vague. Les plus aisés
aide les moins aisés, comme avec l'achat de la cheminée. Cette solidarité est entre ses composantes, bien sûr. En effet, l'idéologie de la vague a également un aspect ultra-unioniste, puisque l'ultranationalisme n'est pas un terme qui convienne pour la décrire. Wenger et les membres de la vague établissent une union de partis, un orgueil d'y appartenir, de manière cependant ni raciste, ni xénophobe, ni classiste. Il n'y a ni la lutte de race nazie, ni la lutte de classe stalinienne. Ceci pouvant pourtant être considéré inclusif et juste, est peut-être la mesure la plus totalitaire. De cette façon, non seulement sont sacrifiées les individualités qui nous définissent inévitablement, sans bien entendu nous priver des droits fondamentaux, mais sont aussi sacrifiées nos relations interpersonnelles, nos clans, pour être dissous dans la totalitarité d'un ensemble. L'individu est emporté par la vague. L'ensemble possède une identité même, fusionnée avec celle de ses membres. Finalement, la distinction de cet ensemble aux autres provoque quand même une discrimination idéologique, une désignation d'un ennemi commun. Les élèves de Wenger sont anti-anarchistes, une haine qui commence sous forme de blague, mais qui devient animée avec le temps. L'idéologie de la vague, différente dans quelques aspects de celle des régimes totalitaires de l'Europe du XXe siècle, a désormais les mêmes traits généraux qui caractérisent le totalitarisme. Autorité, rigidité, orgueil d'appartenance et haine contre un autre groupe. Enfin, passons à la pratique du pouvoir au pouvoir par l'action. Comme le dit M. Wenger, pour un État totalitaire, avoir des idées c'est bien joli, mais si c'est pour s'endormir dessus, ça ne sert à rien. Les différentes manières d'agir sont adoptées par le leader, mais également par ses étudiants. Premièrement, l'autorité s'exerce davantage du fait que le parti, non unique mais indiscutable, est un parti de masse, avec de nombreux membres et affiliés pour les proportions d'un lycée. Deuxièmement, un embrigadement permet l'extension du parti, avec le recrutement de nouveaux membres et des plus jeunes comme le frère de Caro. Troisièmement, l'encadrement de la population permet la soumission et la présence constante du collectif dans le conscient individuel. Des plateformes et moyens s'infiltrent sur le quotidien, la page MySpace du mouvement, le site web, la chemise blanche, le message de convocation à la réunion finale, mais aussi les soirées dédiées au service du parti. Quatrièmement, on relève une sorte d'économie dirigée pour atteindre un objectif idéologique. La disposition des tables est changée pour assurer la cohésion anti-clan, et la créativité de chacun est mise au service de la communauté et de l'esprit de communauté. En cinquième instance, ensuite, il y a le culte du chef et de la personnalité. Rainer, professeur auparavant sympathique, qui entretient une relation très familiale avec ses élèves, devient tout d'un coup Monsieur Wenger, un personnage fort, autoritaire, observé par la plupart avec admiration. Tim est le cas le plus évident de ceux-ci, cherchant certainement un paternalisme dans la sûreté et la force de Wenger. Une sixième pratique totalitaire du pouvoir est la religion civique mise en place, basée sur des rituels et symboles comme le rythme des coups de pied ou le salut. En septième instance, on remarque la censure de l'information défavorable au régime. En petit comité, les élèves font brûler les affiches accusatrices distribuées par Caro. Ceci aboutit à un monopole de l'information et donc à la huitième pratique, la propagande. Les affiches, les stickers, les graffitis parsemés partout dans le village insistent sur l'omniprésence symbolique de la vague et servent de publicité pour éventuellement adhérer plus de sympathisants. La dernière pratique totalitaire du pouvoir est la terreur inspirée aux adversaires, causée par des comportements violents et dangereux, dans un plus petit degré aussi par la répression des opposants et des sceptiques, comme quand Wenger interdit l'accès aux cours à Caro. Tim intimide les anarchistes avec son pistolet. Zinan, plutôt tranquille tout au long du film, éclate de rage et tente de noyer un adversaire, un étudiant d'un autre lycée. Marco est même poussé à frapper son ami Caro au nom de la vague comme punition de la trahison. À la fin du film, il y a presque même une police politique établie lorsqu'on amène Marco à l'estrade. Sachant que dans les régimes nazis et staliniens, la poursuite politique a été suivie d'emprisonnement dans des conditions inhumaines, il est vraiment terrifiant de penser que serait-il passé avec le mouvement s'il était continué. D'ailleurs, ce qui s'est passé lors de l'intervention finale avec Tim est déjà terrifiant. En conclusion, on peut dire que le régime de la vague mis en place par M. Wenger se rapproche énormément de la définition de régime totalitaire.
Il est sûr que la fiction à l'échelle locale et lycéenne pose des contraintes au modèle strict, mais par analogie, tout le processus contient les grands traits d'un régime totalitaire. Une autorité est exercée de manière ordonnée sur un groupe obéissant, tellement fusionné qu'il devient un seul, se sent mieux que les autres et exclut les opinions différentes. La vague, en effet, est un très bon nom pour ce mouvement, qui emporte avec lui tout trait individualiste en l'incorporant à son puissant élan et qui va à la rencontre brusque et violente de toute entité de direction opposée. En adhérant à la vague, l'individu sent toute la force du mouvement de chacune des gouttes d'eau. Mais alors, que se passe-t-il quand la vague éclate, se dissipe, et l'individu se trouve seul à nouveau, insignifiant après avoir dépendu de la vague? Le film nous offre une réponse plutôt tragique et malheureuse de ceci. Mais est-ce le cas pour une échelle nationale par exemple? Après la chute des régimes totalitaires, les individus s'épanouissent-ils, cherchant la puissance dans leur propre existence individuelle, ou adhèrent-ils par nostalgie à la prochaine vague qui se présente à nous? À la prochaine émission sur Saviez-vous ceci?